Formation reconnue, innovante et de qualité. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, l'opposant Abdourahmane Diouf, leader de Awalé, candidat à la présidentielle de février 2024. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. Les drames de l'émigration qui se multiplient, comment résoudre l'équation jeune au Sénégal, les résultats du dernier recensement général de la population, l'économie, la politique, le processus électoral à un peu plus de 3 mois de la présidentielle, le refus de la DGE de remettre des fiches de parrainage à Ousmane Sonko, l'international, l'Afrique et les instabilités politiques, le conflit Israël-Hamas et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Abdourahmane Diouf face à Babacar Fall, le Grand Jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. On ne compte plus, on ne peut plus les compter, ces nombreuses pirogues, ces nombreuses victimes sur les routes de l'émigration clandestine. Des jeunes, des femmes et parfois même avec leurs bébés ont tenté la dangereuse aventure. Bonjour Abdourahmane Diouf. Bonjour Babacar. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'inviter régulièrement pour me donner l'opportunité de parler aux Sénégalais. Y a-t-il une autre raison que celle de la situation difficile du pays qui pousserait les Sénégalais à braver la mort pour émigrer dans ces conditions ? La difficile situation du pays explique tout, parce que les gens vivent d'espoir, les gens vivent dans la possibilité de prendre en charge leur famille, les gens ont le droit à une vie décente et malheureusement tout cela a disparu de notre pays. Et je trouve particulièrement regrettable toutes ces scènes d'horreur de voir la jeunesse qui est en train de déserter le pays, un pays qui est en train de se vider de sa partie la plus importante, sa partie cérébrale la plus importante, sa partie physique la plus importante, et de Saint-Louis à Rufisque en passant par Kayar, Toubab Dialaw, Yen, jusqu'au Cap Skirring. Tout ce qu'on voit, c'est que nos côtes sont en train d'être désertées par la jeunesse. Cette jeunesse s'appuyait sur la pêche et sur l'agriculture. On leur a tout pris, on leur a ôté vraiment le sandwich de la bouche. Ils n'ont plus d'espoir, ils sont en train de partir. Mais je dirais d'emblée qu'ils n'ont pas le droit de partir dans ces conditions parce que nous sommes à l'orée de construire un nouveau pays qui leur donnera de l'espoir et des raisons de vivre dans un Sénégal de bonheur. Même si avec de grosses sommes, certains jeunes paient le prix fort pour changer de pays, pour migrer vers d'autres horizons. 5 millions, 6 millions, quand on prend la filière Nicaragua, c'est rationnel à votre avis, ça ? Ce n'est pas rationnel et c'est ça qui est dramatique parce qu'avant on pouvait voyager parce qu'il y avait la sécheresse, on pouvait voyager parce que c'était la diaspora qui était attractive, on voulait régler des problèmes au niveau de la famille, la diaspora avait un rôle social particulièrement important, mais maintenant même ceux de la classe moyenne dont on pense qu'ils ont plus ou moins réussi dans le pays sont en train de partir. C'est parce que nous avons perdu le plus important, nous avons perdu l'âme, nous avons perdu l'espoir. Et tout cela découle de 12 ans de gestion du pouvoir qui ne laisse plus aux Sénégalais de l'espoir. Classe moyenne, vous dites, pour certains, ça n'existe plus. C'est l'une ou l'autre des extrémités quand on parle pouvoir d'achat, que cette classe moyenne presque a disparu. Totalement disparu. Il y a une élite composée de très peu de personnes qui est extrêmement riche, avec des terres, avec des maisons, avec des capitaux, avec beaucoup d'argent, avec de l'arrogance, avec un manque d'empathie. Et c'est cette élite-là qui est au pouvoir qui fait qu'aujourd'hui, on n'a même pas un gouvernement qui s'occupe de ces scènes d'horreur liées à l'immigration clandestine. Avez-vous entendu le gouvernement, sur ces dernières semaines, faire une conférence de presse, un communiqué pour prendre en charge cette question? C'est l'un des moments les plus douloureux de l'histoire du Sénégal. Jamais l'immigration n'a été aussi massive et jamais le gouvernement n'a été aussi silencieux.
On a aujourd'hui un Premier ministre qui prend son rôle de candidat tellement à cœur qu'il en oublie qu'il a les moyens de l'État du Sénégal pour s'occuper de nos problèmes. Est-ce que vous avez vu un tweet de condoléances du gouvernement par rapport à ces jeunes qui disparaissent dans l'océan, sans sépulture? Et le président de la République alors? Le président de la République est devenu, dans le jargon, ce qu'on appelle un canard boiteux. Ce n'est pas méchant de ma part de le dire, mais vous vous rendez compte qu'on parle de moins en moins du président Macky Sall. Parce que son compte à rebours a commencé et les Sénégalais savent que quels que soient les dégâts qu'il a commis lors de son magistère, ils n'ont plus affaire à lui. Par contre, ils ont à l'œil celui qui aujourd'hui dirige l'administration, qui est notre Premier ministre, mais qui ne s'occupe pas de nos affaires. Il est en train de faire le tour du Sénégal, soi-disant pour faire une tournée économique, mais aujourd'hui, quelles sont les deux questions principales, les plus cruciales aux yeux des Sénégalais? La jeunesse qui quitte le pays et le Premier ministre n'en parle pas, le gouvernement n'en parle pas, il n'y a pas de conseil interministériel, il n'y a pas de mesures d'urgence, il n'y a pas de message d'espoir, il n'y a rien. Et d'un autre côté, la cherté de la vie. Il y a exactement une année, on avait pris 11 mesures. Et on se rend qu'aujourd'hui, si on fait le bilan, la plupart des mesures qui avaient été prises n'ont eu aucun impact. Et les prix des denrées de première nécessité sont aujourd'hui encore plus chers qu'il y a une année. Donc vous avez ce gouvernement-là à volo qui ne travaille que pour rester dans la continuité du régime en place, mais qui ne s'occupe pas des Sénégalais. Et c'est là où ils ont une très grande surprise, parce que ceux qui les observent ont fini de comprendre qu'ils ne veulent plus conserver le pouvoir pour gérer les intérêts et les préoccupations des Sénégalais, mais qu'ils veulent prendre le pouvoir pour gérer leur propre business. Et ça, les Sénégalais le sanctionneront au soir du 25 février. Ironie de l'histoire, ça tombe, ce phénomène qui s'accroît, ça tombe avec les résultats du recensement général de la population. Quelle interprétation vous faites de ce 5e recensement général de la population sénégalaise? Plus de 18 millions de personnes avec un âge médian de 19 ans, donc une population de plus en plus jeune. Que devrait faire l'État sénégalais de ces résultats? Alors, il y a des points d'alerte et il y a des points d'espoir. À mon avis, le point d'espoir, c'est de voir qu'on a une population extrêmement jeune, vigoureuse. Certains, en s'inscrivant dans les logiques du FMI, de la Banque mondiale ou des grandes institutions internationales, nous parlent souvent de dividendes démographiques, en considérant que nos petits pays, avec de petites superficies, devraient avoir peur de ce boom démographique. C'est parce qu'ils sont en train de reprendre le narratif de l'Occident, qui à un moment donné a été très puissante du point de vue démographique et a dominé le monde, mais ne voudrait pas que l'Afrique soit dans la même situation. Moi, je continue à dire, en tant que candidat à l'élection présidentielle, que le Sénégal est un pays sous-peuplé. Et d'avoir autant de jeunes qui sont nés, qui sont vigoureux, même si dans cette petite parenthèse, ils sont en train de perdre l'espoir, à mon avis, c'est ça l'avenir du Sénégal. Il faudra investir dans sa jeunesse, dans cette jeunesse, pour plus de formation. La formation scolaire, la formation universitaire, les formations techniques, les formations professionnelles, et récupérer tous les angles morts de la République qui sont vigoureux, qui sont intelligents, mais qui n'ont pas pu être utilisés par le système. Le tailleur au coin de la rue de votre quartier, le tôlier dans votre quartier. Tout ça, ce sont des petits chefs d'entreprise qui sont des jeunes en formation et qui offrent aussi des formations à d'autres jeunes qui sont en décrochage scolaire, mais dont l'État ne s'occupe pas. Nous avons proposé déjà depuis plus d'une année ce que nous appelons le service civique national. Il faudrait un peu plus de citoyenneté pour que les jeunes s'approprient plus le Sénégal que ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Par exemple, on dit, après la majorité, entre 18 ans et 25 ans, chaque jeune Sénégalais devrait pouvoir offrir au Sénégal, à son pays, à sa patrie, 2 ans de sa vie sans rémunération, dans un domaine qu'il connaît, où il irait travailler en toute bénévolat et ce qu'il donnerait en contrepartie par rapport à l'éducation que le Sénégal lui a offerte. Si on commence à éduquer cette jeunesse, à façonner ce capital humain pour qu'ils se sentent vraiment africains, vraiment sénégalais, au service de la République. Quand cette jeunesse finira de comprendre qu'on entre en politique non pas pour des strapontins, non pas pour des privilèges, mais pour servir, quand on aura cette jeunesse massive
à millions qui arrivera au pouvoir dans 10 ans ou dans 15 ans, on aura un Sénégalais suffisamment bien fomenté, suffisamment bien préparé pour relever les défis du développement. Donc ça, c'est le trait d'espoir. Moi, je crois en cette jeunesse. Je pense que nous ne sommes pas surpeuplés. Je pense que cette jeunesse-là est l'avenir du pays. Maintenant, il y a des points d'alerte. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un pays avec une densité de population de 92 habitants au kilomètre carré, alors qu'il y a des extrémités. Si vous allez dans la zone de Kédougou, on est à 15 habitants par kilomètre carré. 15. Dans la zone de Dakar, on est à 7200 habitants au kilomètre carré. Et pour moi, il faut des réformes territoriales extrêmement ambitieuses pour donner à tous les Sénégalais la même chance de réussite où qu'elles puissent se trouver. Et c'est pourquoi l'une des propositions phares de notre candidature à l'élection présidentielle, autour de laquelle s'articuleront beaucoup d'autres propositions politiques, économiques et sociales, c'est le déplacement de la capitale, aller de Dakar vers Payar, en sachant que Payar, c'est le centre du pays. Payar nous offre une neutralité objective et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et pour rester sur les questions de politique en faveur de la jeunesse qui prend les pirogues pour aller émigrer, le budget 2024 du Sénégal, il est déjà ficelé. Le marathon parlementaire a d'ailleurs déjà commencé avec le passage des ministres en commission à l'Assemblée nationale. Faut-il refaire ce budget en tenant compte de ces nouvelles données, l'immigration clandestine qui s'accentue, le recensement de la population qui confirme l'hyper-jeunesse de cette population? Alors, il faut rester dans l'authenticité républicaine qui, même si elle n'est pas parfaite, fait qu'à ce moment de l'année, on vote un nouveau budget. On ne pourra pas changer cela. Le président de la République, le nouveau président de la République, va entrer en fonction le 2 avril 2024. Donc, laissons-leur faire leur budget. Mais j'ai deux remarques par rapport à ça. Premièrement, nous avons tous, en tout cas tous ceux qui ont l'expérience de l'exécution des budgets de l'État, ou tous ceux qui ont une petite connaissance de la façon dont fonctionne. Le budget, il peut être revu, c'est pour ça que c'est discuté au Parlement. C'est la deuxième remarque. Ouais. Je reviendrai sur les lois de finances rectificatives. Pour le moment, c'est le budget de l'État, le timing, il est bon. Mais j'attire l'attention sur un point. Nous savons tous que le premier trimestre de chaque année n'est pas le trimestre le plus évident pour exécuter de façon pleine et optimale un budget. Il y a toujours un temps de préparation. Je soupçonne et j'attire l'attention sur le fait que le gouvernement en place aurait dans l'idée de devoir exécuter au moins le tiers du budget au premier trimestre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À des fins électoralistes. Normalement, à des fins totalement électoralistes, effectivement. Normalement, le premier trimestre de l'année est un trimestre de préparation de l'exécution du budget qui commence à être appliqué au deuxième trimestre. Je soupçonne qu'au premier trimestre déjà, ils mettent en place des procédures d'urgence pour exécuter une grande partie du budget aux grandes dames du président qui arrivera. Maintenant, la deuxième remarque, c'est lié à la loi de finances rectificative. Quelles que soient les dépenses qui auront été faites, le nouveau président qui arrivera aura la possibilité de réajuster le budget. Mais de grâce, que les 10 milliards, par exemple, du président Macky Sall, qui lui sert de trésorerie, qui lui sert de fonds politiques, comme on dit, ne soient pas dépensés pour un trimestre, alors que c'est prévu pour 12 mois. Voilà le genre d'alerte que nous voulons faire. Maintenant, la façon dont le pays fonctionne ne donne pas satisfaction du point de vue de l'exécution du budget de façon générale. Je donne encore l'exemple du port de Ndayane que je connais beaucoup. Pas pour les raisons pour lesquelles j'en ai parlé l'année dernière, parce que je ne vois pas comment on peut commencer à exécuter un projet dont on dit que c'est le plus grand projet privé du Sénégal depuis les indépendances, avec au minimum 700 milliards à investir, et démarrer ce projet à 7-8 mois de la fin du mandat du président qui ne va pas rempiler. Je soupçonne une utilisation abusive de fonds à tour de milliards, alors qu'on ne sait pas si le projet est viable, on ne sait pas si ce projet va rencontrer l'approbation du prochain président. On ne peut pas dépenser autant de milliards sur autant de vulnérabilité, sur autant d'incertitudes et sur autant la viabilité de ce projet-là, a priori, oui. Non. Non, a priori non. Il y a un travail qui doit être fait. Il y a un certain nombre de préalables qui devaient être faits, qui n'ont pas été faits. Je donne juste un exemple. L'étude d'impact environnemental qui doit précéder la prise du décret présidentiel.
Ça n'a pas été fait à temps. Et aujourd'hui, je soupçonne qu'il y ait des difficultés liées à la géologie, liées à la sauvegarde de l'environnement, liées aux dégâts qu'il y aura sur la pêche, que n'importe quelle étude environnementale sérieuse aurait empêché de faire. Mais bon, ils ont commencé. Ce qui risque d'arriver, c'est que dans quelques mois, on aura un nouveau président, et c'est le genre de projet dont vous allez parler ici à RFI matin, pour dire justement, le projet était calibré à 700 milliards, maintenant on va devoir ajouter 300 milliards supplémentaires, parce qu'ils n'ont pas su freiner leur ardeur, ils ont voulu prouver que le projet est viable, et ils sont en train de l'exécuter à quelques mois de la fin de leur mandat. On aurait pu attendre d'avoir un peu plus de certitude avant d'y aller. Et c'est valable dans tous les domaines. Ce gouvernement qu'on vient de mettre en place, vous pensez que c'est un gouvernement pourquoi? D'abord, c'est un gouvernement directoire de campagne. Macky Sall l'a assumé. Il est allé rencontrer les chefs religieux pour leur dire « J'ai choisi mon candidat, il s'appelle Amadou Ba, voici les gens avec qui il va travailler ». Et les gens avec qui il va travailler, ce sont des ministres, ce sont des directeurs généraux. Donc on relègue au second plan la prise en compte des préoccupations des Sénégalais et on met en place un gouvernement de combat. On ne peut pas refuser à des hommes politiques de faire de la politique. Mais on peut refuser à des ministres de la République de dévoyer leur mission, de se mettre à leur service propre et d'oublier les intérêts de la République. C'est pour cela que ces cohortes de jeunes que l'on voit en train d'aller vers l'océan Atlantique et d'y mourir sans sépulture ne sont pas prises en compte parce que ce n'est pas du tout une priorité du gouvernement actuel. Et ça, c'est une honte. La conjoncture, de toutes les façons, elle est déjà au cœur du débat avant même le début de la prochaine campagne électorale pour cette élection présidentielle. Le pouvoir d'achat des Sénégalais, d'ailleurs, sur la plus de dizaine d'ouvrages que vous avez publiés, il y en a un qui est consacré à la cherté de la vie et l'inefficacité, dites-vous, des mesures annoncées par l'actuel exécutif. Vous l'avez effleuré d'ailleurs le sujet tout à l'heure. Tout à fait. Alors, il faut faire un travail très méthodique. Moi, je l'ai fait hier. J'ai demandé à des gens de me vérifier encore les prix du marché. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais ce qu'il faut noter, c'est que au 12 novembre de l'année dernière, il y avait des prix dont on disait que c'était des prix spéculatifs pour le riz, pour l'oignon, pour la viande de bœuf, pour la viande de mouton. Donc, premier constat, les prix sont très élevés. Et le gouvernement prend des mesures sur la base de ces prix très élevés. Et pour chaque denrée de première nécessité, on a enlevé par ici 100 francs, 200 francs. Et à l'époque, j'ai expliqué par des outils de politique commerciale que ces mesures ne sont pas viables, que le gouvernement faisait du saupoudrage. Parce que le gouvernement n'avait pas en 12 ans mis en place des politiques commerciales qui lui auraient permis de maîtriser, par exemple, les flux d'oignons, qui lui aurait permis de maîtriser les exportations et les importations. Quand est-ce qu'il faut mettre une taxe, quand il faut diminuer des droits de douane. Et sur la base de cette expérience-là, j'avais dit que ce sont 11 mesures qui allaient être vouées à l'échec. Maintenant, on est en novembre 2023, faites le calcul vous-même. Non seulement on n'est pas au prix proposé par le gouvernement l'année dernière au moment où il décidait de diminuer les prix, mais les prix actuels sont plus élevés que les prix qu'on avait jugés élevés et sur la base desquels on avait fait la réduction. Donc ça veut dire non seulement qu'on n'a pas su maintenir le pouvoir d'achat, mais on a encore fait dégringoler le pouvoir d'achat des Sénégalais. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que quand ce gouvernement-là avait été nommé et qu'il était confronté à cette cherté de la vie comme premier dossier, rappelez-vous, on avait dit que c'est une année sociale. Donc le gouvernement, le premier gouvernement d'Amadou Ba nous a proposé une année sociale, a démarré avec la réduction de la cherté de la vie. Aujourd'hui, c'est un échec patent. Ce n'est même pas un échec dû à une incompétence. Ce n'est même pas un échec dû à un manque de prévisibilité. C'est un échec dû à l'abandon des troupes. On a un gouvernement qui ne s'occupe plus de la cherté de la vie. On a un gouvernement qui ne s'occupe plus de l'immigration clandestine. On a un gouvernement qui a fermé les universités pour éviter des explosions éventuelles, mais qui ne sont pas probables au niveau des campus universitaires. On a un gouvernement qui tient le pays en otage, qui ne fonctionne plus, qui ne donne plus d'espoir, juste pour des raisons de politique politicienne. Le pays peut aller à volo, la jeunesse peut être dans le désespoir, personne ne travaille plus dans l'attente de l'élection d'un nouveau président dont ils pensent que ça va sortir de leur quartier.
C'est une erreur et je pense que les Sénégalais qui sont en train d'observer ce qui se passe reviendront avec une sanction très négative de ce qu'ils sont en train d'observer. Et vous, leader de Awalé, candidat déclaré à la présidentielle, que proposez-vous pour résoudre ces équations jeunesse, cherté de la vie? Alors sur la jeunesse, il faut partir de l'idée que, et ça c'est un chiffre qui a été choquant entre guillemets, que 40% des Sénégalais sont dans l'adolescence. Je vous l'ai dit, c'est un constat qui peut être, qui peut donner des frissons à certains, mais pour moi c'est un constat de promesse. Mais cette jeunesse-là, on ne va pas régler son problème en un mois, ou en une année, ou en 2 ans. Je vous ai parlé du service civique. Je vous ai parlé de toutes les politiques d'emploi. Mais toutes les politiques d'emploi ne peuvent pas être bâties sur des politiques conjoncturelles de 2 ou de 3 mois. Moi, j'ai toujours dit qu'une fois président de la République, je ferai le diagnostic des besoins du Sénégal en termes d'infrastructures, en termes de denrées de première nécessité, en termes de nourriture, et je régulerai les exportations et les importations de sorte à ce que toujours la jeunesse de mon pays ait les moyens de travailler. Donc sur cette jeunesse-là, il faut une politique au moins à moyen terme, articulée autour du capital humain, autour des formations, autour d'une politique d'emploi qui n'est pas la politique d'emploi politicienne qu'on connaît actuellement. Mais tout ça, ça s'inscrit dans un temps. Si vous me permettez, parce que c'est ça qui va expliquer la politique d'emploi que j'explique. La politique d'emploi, c'est pas aller dans chaque secteur et créer 10 à 15 emplois. C'est créer une dynamique d'un pays en chantier. Et pour moi, la meilleure façon d'être un pays en chantier où il y a pratiquement le plein d'emploi, c'est encore une fois de refaire l'aménagement du territoire. C'est de faire de Payar la capitale du Sénégal. Pourquoi Payar? Parce que c'est au centre du Sénégal. Payar offre encore une fois la possibilité d'une neutralité objective. Payar est à 450 km de Dakar. Payar est à 433 km de Matam. Payar est à 220 km de Kaolack. Payar est à 220 km de Tambacounda. Payar est en moyenne autour de 400 km de tous les grands centres urbains du Sénégal. Si vous décidez d'amorcer le changement d'une capitale en un mandat de 5 ans, ça veut dire que vous ramenez tous les intérêts économiques, politiques, administratifs et institutionnels autour d'un petit village où il n'y a rien. Ça ne peut pas se faire en un laps de temps, ça. C'est pour ça que je dis on amorce en un mandat. Si on a la chance d'avoir un deuxième mandat... Macky Sall, il n'a pas réussi à terminer Diamniadio là. Pour moi, Macky Sall n'est pas une référence de ce point de vue. Moi, j'ai d'autres visions, j'ai d'autres façons de travailler qui, à mon avis, seraient beaucoup plus performants que ce que Macky Sall nous propose. Ce qu'on a fait à Diamniadio, ce sont des investissements qui ne sont pas toujours rentabilisés, mais je ne comprends pas comment on peut déplacer une ville à moins de 20 km. Je ne sais pas si vous avez regardé les chiffres du recensement. Rufisque, le département de Rufisque. 3e. 4e maintenant, parce qu'ils ont fait une petite erreur dans le classement. C'est Thiès qui est 3e, si je ne m'abuse. Mais Rufisque a la plus grande explosion démographique. 68%. Pratiquement la population de Rufisque a doublé en 10 ans. Pourquoi? Parce qu'en déplaçant entre guillemets la capitale vers Diamniadio, toute la classe moyenne est venue acheter des terrains et construire des maisons vers Sangalkam, Bambilor, la banlieue de Rufisque, etc. Ce qui n'est pas une mauvaise chose à partir du moment où on sort de Dakar. Sans tous les services nécessaires d'ailleurs. Exactement. Mais si on sort de Dakar, on ne doit pas déplacer Dakar de 10, 15 ou 20 km. On doit déplacer Dakar de 450 km pour que ces 2/3 du pays au niveau de l'Est et du Nord qui ne sont pas occupés soient enfin occupés par des Sénégalais. J'emprunte aux urbanistes une expression qui est très savante mais qui dit beaucoup de choses. Ils disent qu'il faut injecter un peu plus d'urbains au Sénégal. Ou encore une fois, il y a trop d'urbains, une densité de population de 7200 habitants au kilomètre carré à Dakar et de 15 à Kédougou. Maintenant, pour terminer sur cette idée, il ne s'agit pas seulement d'aller à Payar et de mettre 2 ou 3 immeubles. Avec Payar, vous faites le maillage ferroviaire du territoire national autour d'un périphérique qui ceinture le Sénégal. Je vous ai donné tout à l'heure les distances entre les grandes agglomérations. Donc si vous avez le périphérique ferroviaire qui ceinture le Sénégal, vous pouvez, à partir de chaque agglomération, avoir un rail et un train qui va de Saint-Louis à Payar, de Touba à Payar, de Koumpentoum à Payar, de Matam à Payar, etc. C'est ce grand redressement, ce grand changement de paradigme, ce grand chantier au niveau de l'aménagement du territoire qui fera
que notre secteur privé national sera au cœur de tous les chantiers, qu'on va créer de l'emploi, qu'on va créer de la richesse, qu'on va dépasser et le pays sera plus riche. Et quand le pays sera plus riche par le fait du secteur privé national, mais naturellement les jeunes auront de l'emploi et c'est comme ça que le Sénégal pourra commencer à consommer sa propre croissance. Donc, je pense que habiter dans un pays où depuis 1960, on nous dit vous faites partie des 25 pays les plus pauvres du monde et ne pas donner un coup de pied qui change complètement de paradigme, c'est ne pas comprendre les enjeux. Si nous devons continuer à vivre comme nous avons vécu depuis 1960, à être parmi les nations les plus pauvres, moi je ne veux pas être président de ce pays-là qui ne bouge pas, qui ne prend pas d'initiative, qui ne fait pas des ruptures et qui se contente de ronronner au bénéfice de 1 ou de 2000 personnes qui sont des privilégiés. Je ne veux pas de ce Sénégal, je ne veux pas diriger ce Sénégal. Moi, je veux un Sénégal d'audace, un Sénégal de chantier, un Sénégal de rupture des paradigmes, un Sénégal qui s'assume et un Sénégal où la vie ne se passe pas simplement aux côtés des côtes, mais un Sénégal où Payar va remplacer Dakar. Votre tableau de la situation économique et sociale du pays est très peu reluisant. Malgré les petits bons points distribués par les institutions financières internationales, vous, l'expert en commerce international d'ailleurs. Déjà, on ne peut pas dire qu'après 12 ans, rien n'a été fait. Il y a des choses qui ont été faites, il faut le dire. Mais il y a beaucoup de débats sur comment ça a été fait. Moi, sur les 1000 milliards qu'on a utilisés pour faire le TER, j'assure pratiquement le maillage du territoire national en matière ferroviaire. Des trains partout, des gares partout. Et dans chaque ville, dans chaque commune où il y a une gare, vous savez qu'il y a une vie économique. C'est comme ça qu'on crée de l'emploi. Donc effectivement, il y a des choses qui ont été faites. Mais moi, peut-être au risque de surprendre beaucoup du fait de ma trajectoire, moi, je ne donne pas la confiance aux institutions économiques internationales. Et pourquoi ? Parce que je les connais de l'intérieur. Je n'ai jamais vu un seul pays au monde qui ait été développé par le FMI ou la Banque mondiale ou l'OCDE ou la Banque islamique de développement ou je ne sais quoi. Pourquoi ? La raison est très simple et il faut y réfléchir. Ceux qui y sont ont fait les mêmes formations que nous, ont les mêmes compétences que nous. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ce ne sont pas eux-mêmes qui drivent les politiques. C'est la puissance de l'administration qui les abrite qui est impressionnante. D'ailleurs, regardez combien de fonctionnaires internationaux sont allés développer leur propre pays. Si vous êtes un fonctionnaire international du Sénégal au niveau du FMI, mais vous avez la toute-puissance du FMI et de la Banque mondiale qui vous permettent d'aller donner des injonctions dans un pays qui se développe mieux que votre propre pays d'origine. Et si vous revenez dans votre propre d'origine, ce n'est pas que vous êtes incompétent, mais vous n'avez pas les moyens de faire le développement. Moi, je pense que ce Sénégal aussi que je veux diriger, c'est un Sénégal totalement décomplexé et totalement déconnecté des institutions économiques internationales. On ne va pas rompre toutes les relations, mais ce sont des relations qui doivent se faire sur la base de la prise en compte de nos propres intérêts. Les gens oublient que quand le FMI et la Banque mondiale viennent vous proposer 1000 milliards, dans le jargon journalistique, c'est le FMI donne 1000 milliards au Sénégal. Mais le FMI ne donne pas 1000 milliards au Sénégal. Le FMI prête de l'argent au Sénégal qui sera remboursé. Le FMI et la Banque mondiale ne font aucune faveur au Sénégal. Et quand vous êtes un pays, celui que je voudrais diriger, avec des chantiers, avec des croissances, avec des possibilités extraordinaires de développement, ce n'est pas au FMI et à la Banque mondiale de déterminer des conditionnalités. C'est à vous de dire, je suis un candidat attractif à la dette, je choisis celui qui m'offre les faveurs les plus importantes. Donc, on doit comprendre en Afrique et au Sénégal en particulier qu'être client du FMI et de la Banque mondiale, ce n'est pas un honneur pour le Sénégal, mais c'est un honneur, ce n'est pas un honneur pour le Sénégal, mais c'est un honneur pour le FMI et la Banque mondiale. C'est eux qui ont intérêt à travailler avec nous. C'est eux qui ont intérêt à nous donner leur argent. Mais de grâce, quand on prend cet argent, évitons des conditionnalités qui nous évitent ce qui est en train d'arriver, par exemple, avec l'électricité, où vous avez les injonctions d'une institution économique internationale qui n'a rien à faire de vos considérations sociales dans votre propre pays et qui implique que le gouvernement du Sénégal devient frileux, enlève 100 milliards de la subvention, lesquels 100 milliards de la subvention qui sont enlevés de la Sénélec
sont payés par Babacar Fall, par Abdourahmane Diouf, et on revient à une certaine cherté de vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un à Washington a décidé que le gouvernement du social ne doit pas faire de la subvention. Or, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour l'électricité, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour l'université, on n'est pas dans le tout capitaliste, ce n'est pas possible. On ne peut pas être toujours dans les équilibres financiers. Il y a des domaines de la vie économique et sociale qui demandent qu'on y injecte du social. C'est pour ça que je ne crois pas trop, dans le contexte du Sénégal actuel, à ces considérations de gauche ou de droite, de libéralisme ou de socialisme. Nous avons un État qui, en fonction des secteurs, doit pouvoir intervenir et faire du social, ou dans certains cas, quand le secteur privé est compétitif, retirer sa main pour permettre aux meilleurs de gagner. Et ça doit se faire avec intelligence, ça doit se faire avec lucidité, ça ne doit pas se faire en recopiant les paradigmes théoriques classiques des Occidentaux, ça doit se faire au cas par rapport aux réalités de notre économie. Donc oui à une collaboration avec les FMI et la Banque mondiale, mais non à des conditionnalités. Et les pays asiatiques ont montré qu'il est possible de trouver de l'argent dans le marché international à des taux compétitifs sans pour autant se soumettre à des conditionnalités. Je vous ai dit ici sur votre plateau que pendant 4 ans, j'ai travaillé avec l'Union européenne à Bruxelles. Donc j'étais de l'autre côté. Et je vois la façon dont, parce que l'Union européenne injecte de l'aide entre guillemets, parce que ces concepts-là sont très flous. C'est toujours de l'argent à rembourser. Parce qu'ils vous donnent de l'argent, ils vont jusqu'à vous choisir vos propres priorités. Ils vont vous dire, vous ne faites pas une route, vous faites un pont. Parce que c'est eux qui donnent de l'argent. Et vous indiquez parfois les entreprises à choisir leurs entreprises. Mais totalement, c'est ça la conditionnalité. Ça, on peut en parler pendant des heures. Quand ils vous donnent leur argent, c'est leur priorité. Donc c'est eux qui disent, vous faites une route, mais vous ne faites pas un pont. Parce que c'est eux qui décident que c'est une route est meilleure pour vous, pas un pont. Après, c'est eux qui décident des termes de référence, comment vous devez choisir les entreprises qui viennent le faire, parce que c'est leur argent et ils vont s'organiser pour qu'au moins 80% de leur argent soit rapatrié à travers les marchés publics. Vous savez, moi je suis consultant, je connais ces choses-là. Quand l'Union européenne ou d'autres grands pays injectent de l'argent, la Chine, c'est tout le monde ça. La conditionnalité, c'est que c'est le secteur privé qui gère le marché, mais la réalité, c'est que leur secteur privé doit venir faire de la sous-traitance à notre secteur privé local qui fait en réalité le travail en étant moins bien rémunéré. Et c'est pour cela que je n'étais pas tout à fait très satisfait de la loi sur le contenu local votée au Sénégal. Nous avons du pétrole, nous avons du gaz, nous entrons dans une période de relative richesse. Nous devons avoir le courage de redéfinir les fondamentaux pour que notre secteur privé local soit au devant de la scène. Mais je me rends compte que même avec cette loi sur le contenu local, nous allons probablement continuer à être des sous-traitants dans notre pays. Et ça, ce n'est pas le Sénégal qu'Abdourahmane Diouf veut diriger. Vos recettes contre la cherté de la vie? Alors, c'est un travail de longue haleine. Tout candidat qui viendrait ici vous dire qu'au bout de 2 mois, je vais réduire tous les prix, comme le gouvernement d'Amadou Ba l'a fait, et que le problème va être résolu, ce serait du populisme. Je vous ai dit que moi, je vais faire l'audit des besoins du Sénégal, en matière textile, en matière industrielle, en matière alimentaire. Et pour chaque secteur, je ferai une politique commerciale et économique qui fait qu'au bout d'un mandat, on est autosuffisant en tout. Je peux vous prendre l'exemple du riz. En 2017, on nous avait promis l'autosuffisance en riz. On est en 2023, on ne voit toujours rien. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir une politique ambitieuse, lucide, pas populiste, pour dire au Sénégal, je peux y arriver dans 5 ans ou 10 ans en mettant de façon graduelle une politique commerciale, on a voulu nous faire du saupoudrage avec des chiffres. Résultat, ça n'a pas marché. Mais moi, je viens de la vallée, il y a 2 semaines. J'ai rencontré des producteurs, j'ai rencontré tous les acteurs. Et Babacar, aujourd'hui, le prochain président que je pourrais être dans quelques mois, peut garantir au Sénégal une autosuffisance en riz. Domaine où on en a vraiment besoin, mais en un mandat. Pourquoi? Est-ce que vous savez, vous, en moyenne, combien vous consommez de riz? Vous le savez, le phalène que vous êtes ne le sait pas. En moyenne, chaque Sénégalais consomme 90 kilos de riz et par an. Je vous donne l'information, 90 kilos de riz par an. Aujourd'hui, au niveau de la vallée, je ne parle même pas du bassin de l'Anambé, qui pourrait nous donner des excédents. Sur les 260 000 hectares existants au niveau de la vallée, si vous faites le ratio entre la surface que vous allez aménager
la consommation de riz par habitant et en tenant compte du fait que chaque hectare de riz donne en moyenne 5 à 6 tonnes, rien qu'avec les 260 000 hectares de la vallée, vous arrivez à 1 500 000 de production de riz. 1 500 000 tonnes de production de riz, rien qu'au niveau de la vallée. Et ça se fait en 5 ans. En appuyant sur trois leviers que j'ai déjà identifiés. C'est pas par une baguette magique que ça se fait. Non. Il y a d'autres leviers sur lesquels il faut s'appuyer. Il y a 3 choses que j'ai déjà identifiées. Nous, on travaille sérieusement sur ces questions. C'est le crédit. Il y a beaucoup de saupoudrage. Il y a la banque agricole qui pourrait faire mieux, à mon avis. Mais il faudrait que ceux qui sont sur le terrain aient accès au crédit. Moi, on m'a raconté des histoires au niveau de la vallée. Tous ceux qui avaient envie de se lancer sur le riz sont découragés. Il faudrait que le gouvernement, mon gouvernement éventuellement, mette en place un système de crédit fiable qui permette à tous ces producteurs viables de produire le 1 500 000 tonnes dont j'ai parlé par année et qui assurerait la garantie. Donc le premier problème, c'est le crédit. Le deuxième problème, ce sont les intrants. On entend beaucoup de discours sur les intrants. Tout le monde connaît la grande mafia autour des intrants au niveau du Sénégal. Ça ferait l'objet de semences et engrais. D'ailleurs, les semences, les engrais, il faut les assurer en quantité et en qualité. Ça, c'est le deuxième levier. Maintenant, le troisième levier, c'est de sortir de l'agriculture de grand-père. Il y a un début de mécanisation, mais nous prenons une mécanisation intégrale. C'est ça qui nous permet d'atteindre les 5 à 6 millions de tonnes minimum dont on a parlé par hectare. Parce que si c'est bien rentabilisé avec une bonne mécanisation, on peut arriver à 10 tonnes. Et là, au lieu d'avoir 1 500 000 tonnes de riz, on aurait les 3 millions rien qu'en exploitant la vallée. Mais donc, ça, c'est une politique commerciale réfléchie, articulée sur un programme de 5 ans qui nous permettrait d'avoir l'autosuffisance en riz. Mais une fois qu'on a réglé l'autosuffisance en riz, mais vous faites la même chose en termes de régulation commerciale pour l'oignon, vous le faites pour la tomate, vous le faites pour la viande, vous le faites pour tout. Un deuxième exemple, si vous allez à Richard Toll, aujourd'hui vous pouvez acheter le sac de sucre à 28 000 francs. Et à côté, vous pouvez acheter un sac de sucre à 32 000 francs. Le paradoxe, c'est que le sac de sucre que vous achetez à Richard Toll, ça vous dit quelque chose par rapport au sucre. Donc le sac de sucre que vous achetez à Richard Toll à 28 000 francs, ça vient de la Mauritanie, c'est importé. Et le sac de sucre que vous achetez à 32 000 francs à Richard Toll, lieu de production du sucre sénégalais, c'est du sucre qui vient de la compagnie sucrière sénégalaise. Donc à Richard Toll, le sucre qui vient de Mauritanie importé est moins cher que le sucre qui est produit dans la ville. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que le gouvernement n'a pas l'audace de remettre en cause un certain nombre de privilèges qui ont été donnés à la compagnie sucrière. Je ne dis pas qu'il faut casser la compagnie sucrière sénégalaise. 8000 personnes y vivent avec leurs familles. C'est une clé du développement. Mais on leur a donné un certain nombre de privilèges, y compris une forme de monopole extrêmement protégé. Et tout cela fait que, même en n'étant pas performant dans la production du sucre et dans la souveraineté en sucre, on ne donne pas la possibilité à d'autres de venir leur donner la concurrence. Abdourahmane Diouf, le leader du parti politique Awalé, notre invité ce dimanche devant le grand jury de RFM. Vous êtes candidat, on le rappelle, déclaré à la présidentielle. Avez-vous déjà recueilli les parrainages nécessaires à votre candidature ? C'est déjà bouclé. Et j'en profite pour dire très gentiment à nos militants, à nos sympathisants qui ont subi quelques polémiques récemment à propos des parrainages, que quand je parle moi des parrainages, je parle du principe. Je soulève des questions de principe. Et la déclaration que j'avais faite ici, d'ailleurs, à la Médina, c'était pour dire, c'était le premier jour de ma campagne de parrainage. Donc, je n'avais pas encore l'expérience du terrain. Et je donnais juste des questions de principe. Et ce que j'ai dit qui est intéressant et que les gens n'ont pas relevé, mais que tous ceux qui ont des parrainages de députés, qu'ils aillent chercher le parrainage citoyen. Qu'ils cherchent des millions et des millions de parrainages citoyens. Parce que plus ils en auront, on sait qu'ils ne vont pas les déposer. Ou même s'ils les déposent, ils ne vont en déposer que 60 000. Et nous autres, qui n'avons d'autre option que de déposer le parrainage citoyen, nous allons naturellement avoir moins de doublons, parce que toutes les pièces d'identité qu'ils vont recouvrer vont terminer à la poubelle. C'est ça que j'ai dit, c'est ça que j'assume. Mais le candidat Abdourahmane Diouf a déjà fait la moitié du territoire national. Nous avons rencontré un accueil particulièrement chaleureux
et ouvert partout où nous sommes allés. Et je vous dis, sous le ton de la rigolade, mais je vous le dis quand même en vérité, Awalé, en tant que parti, et la coalition Abdourahmane 2024 sont en train de faire leur propre collecte de parrainage. Ils ont pratiquement bouclé. Mais moi, Abdourahmane Diouf, en tant que candidat, j'ai pratiquement bouclé, moi, mes parrainages qui n'ont rien à voir avec les parrainages de Awalé. Parce qu'il y a énormément de Sénégalais qui ont de la sympathie, qui me disent, vous avez un discours, vous avez une posture, vous méritez de participer à l'élection présidentielle, parce qu'on ne parle pas encore de vote, et rien que pour ça, nous, on vous parraine. Donc moi, candidat, je peux boucler mes parrainages. Le parti et la coalition vont boucler leur parrainage. Maintenant, de ce point de vue, je sais que nous n'aurons aucun problème, sauf que nous subissons le même risque que tous les opposants qui iront au parrainage. C'est cette marge d'incertitude gérée par la marge de manœuvre du pouvoir en place, de pouvoir dire qui sera candidat ou pas. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons que le piège existe, nous travaillons à réduire ces marges d'incertitude avec nos experts électoraux. Et d'ailleurs, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que c'est un travail qui n'est pas encore fini. Pour tous ceux qui pensent que l'opposition ne prend pas totalement en charge la question du processus électoral, je leur dis, sans entrer dans les détails, que nous sommes en train de nous concerter et qu'il est très probable qu'on mette en place une structure, une plateforme qui s'occuperait que de ces questions de processus électoral pour que nous puissions passer tous ces écueils sans aucune difficulté. Un nouveau président de la Commission électorale nationale autonome, l'inspecteur général d'État Abdoulaye Sylla, qui remplace Doudou Ndir. Il a comme adjoint le magistrat Ndari Touré. Ils sont tous les deux à la retraite. Il faut préciser que le mandat de l'ancienne équipe est terminé depuis plusieurs mois. Mais la coïncidence de ce changement avec la dernière décision de Doudou Ndir et de ses collaborateurs qui avaient demandé à la direction générale des élections de remettre des formulaires de parrainage aux mandataires d'Ousmane Sonko dans le cadre des candidatures à la présidentielle des GE, qui a d'ailleurs refusé. Cette coïncidence donc donne lieu à plusieurs interprétations. Quel est votre commentaire? Alors, il y a deux anomalies qui se sont succédées et qui ne sont pas fortuites. Si M. Ndir est resté au pouvoir au niveau de la Sénat pendant tout ce temps, malgré le fait qu'il devait partir depuis longtemps, c'était le bon vouloir du prince, c'était le bon vouloir du régime, c'était le bon vouloir du président Macky Sall qui le maintenait en place tant qu'il servait. C'était une anomalie. Et l'opposition même à l'époque, à travers un certain nombre de déclarations, avait dit il est temps qu'il y ait une certaine forme d'alternative au niveau de la Sénat. Ça, c'était une anomalie. Maintenant, cette anomalie a été réparée. On peut avoir tendance à dire oui, mais il devait de toute façon partir. Mais c'est une anomalie qui a été réparée dans un contexte qui confirme le fait que le régime n'en fait qu'à sa tête. Le régime réprimande ceux qui ont tendance à gérer leur attribution de façon républicaine et donner peut-être un peu de sympathie, un peu de promotion à ceux qui gèrent non pas l'agenda républicain, mais l'agenda de l'État. Donc moi, je me réjouis du fait que la première anomalie ait été réglée, qu'il y ait de nouvelles personnes et de nouvelles têtes au niveau de la Sénat. Mais en même temps, le contexte dans lequel il l'a fait montre que Macky Sall, je le répète, est particulièrement focus sur la maîtrise du processus électoral et sur le fait de vouloir faire gagner son candidat. Et c'est pour ça que nous devons être particulièrement alertes. Encore une fois, nous travaillons à deux choses, déjà au niveau du parrainage. Deux points sur lesquels nous voulons réduire la marge d'incertitude et réduire la marge de manœuvre du président Macky Sall. C'est le fichier électoral et c'est le logiciel de contrôle des parrainages. Le fichier électoral n'a pas été géré dans notre contexte électoral actuel, dans l'esprit de la loi. On nous dit que les candidats officiels recevront le fichier électoral à la fin du mois de janvier probablement. Mais quand on écrivait ces textes, c'est parce que nous avions un système électoral qui faisait que quand les candidats sont déclarés officiellement reçus par le Conseil constitutionnel, ils étaient considérés comme des candidats, ils avaient droit au fichier électoral. Mais quand on a mis en place le système du parrainage, on a oublié que mais pour se faire parrainer, on a besoin du logiciel de référence qui est le fichier électoral. Mais aujourd'hui, le candidat Abdourahmane Diouf fait son parrainage sur quelle base? Alors que je n'ai pas le dernier fichier électoral en cours au niveau de la DAF. C'est une totale anomalie. Moi, je sais qu'Amadou Bala,
les candidats de Benno Bokk Yakaar l'ont. Peut-être tous les candidats qui seront apparentés Benno Bokk Yakaar l'auront. Donc nous sommes en train de travailler à l'aveuglette. Et c'est pour ça que j'appelle l'opposition à travailler en sorte que même si ce n'est pas dans la lettre de la loi, que dans l'esprit de la loi, les Sénégalais et le régime comprennent que pour pouvoir faire du parrainage, il faut un logiciel de référence. Ce logiciel de référence, nous ne l'avons pas. C'est la même chose pour le logiciel. Nous ne savons pas comment le logiciel est paramétré. Ce logiciel peut vous sortir des doublons. Vous voyez que ce sont des doublons que vous pouvez remplacer. Mais la plupart des motifs de rejet, ça s'appelle, entre guillemets, autres motifs de rejet. Mais le développement technologique doit pouvoir montrer aujourd'hui si un parrain est rejeté parce que la date d'expiration n'est pas bonne, parce que la taille n'est pas bonne, parce que la date de naissance n'est pas bonne, parce que le prénom ou le nom de famille est mal rédigé. L'ordinateur n'a pas besoin de réfléchir pour vous dire que si vous écrivez Fall avec un L alors que c'est 2 L, l'erreur c'est là. Mais il n'a pas besoin de dire pour autre motif. Alors, autre motif, c'est de l'obscur. Autre motif, c'est une volonté de tricher. Autre motif, c'est la volonté de rejeter des candidatures. Du fourre-tout. C'est du fourre-tout. Voilà. Alors, un dernier mot sur la Sénat, quand même, puisque du point de vue du droit, y a-t-il pas à faire une lecture? Vous êtes juriste. Est-ce qu'une Sénat dont le mandat est terminé peut émettre des avis, prendre des décisions, demander leur application, comme sur l'affaire Ousmane Sonko DG? Ben non. Non, de façon générale. Mais moi, je pense que je l'ai déjà dit dans une autre tribune, au détriment de tous les juristes. Moi, dans la situation actuelle politique du Sénégal, je ne m'adonne pas à des théories de grands juristes. Parce qu'ils ont fini de mettre le droit par terre. Qu'est-ce qui est juridique dans ce qu'est en train de faire, par exemple, la Direction générale des élections? Rien. C'est une rébellion, c'est une atteinte au bon fonctionnement de l'administration, mais qui respecte la volonté du pouvoir. Et tant que ça respecte la volonté du pouvoir, c'est une promotion. Et quand il y a des velléités de respecter une décision de justice, la justice fait partie aussi de l'administration, c'est une sanction comme dans le cadre de la Sénat. Donc là, on devient très politique. On se met ensemble au niveau de l'opposition et on est au moins aussi politique que le président Macky Sall pour espérer qu'il n'y ait pas de fraude technique pour la prochaine élection présidentielle. La proposition de l'opposant Boubacar Camara, il pense qu'il faut reporter de façon consensuelle la présidentielle puisque le contexte est chargé, des choses à régler. Adhérez-vous à sa proposition? Non, absolument non. Le seul consensus, c'est qu'au 2 avril 2024, le président Macky Sall devra faire une passation de service, de fonction. Il devra quitter le pouvoir. Maintenant, c'est à nous, responsables politiques, électeurs, société civile, d'organiser un autre Sénégal au-delà du président Macky Sall. Je n'envisage pas qu'on puisse laisser ce régime se maintenir une minute de plus. Un mot, on a terminé cette émission sur votre responsable Rufisque, Awalé. En position de garde à vue, vous pointez Ismaïla Madior Fall. Totalement. Et c'est une entière responsabilité. Je ne crois pas que des problèmes politiques ou entre citoyens rufisquois doivent être réglés au plus haut sommet de l'État par l'instrumentalisation de la justice. Je rappelle que les deux jeunes concernés, mon responsable départemental qui s'appelle Abdourahmane Faye Taoufekh, il a été libéré d'ailleurs, mais on lui a clairement signifié qu'on vous laisse partir, mais on pourrait vous rappeler à temps. Il a fait un post Facebook. Moi, je ne suis pas dans la manipulation. Quand je l'ai défendu sur ma page Facebook, j'ai posté son propre post pour laisser aux Sénégalais le soin de se faire leur propre opinion. Il n'a cité personne. Il n'a donné ni de nom, ni de prénom. Il a fait une analyse par rapport à la situation politique à Rufisque. Maintenant, si quelqu'un s'estime chef de cabinet d'un ministre de la Justice qui a les états de fait qu'il a au niveau de la justice et qui ne rencontre pas l'approbation des Sénégalais, se trouve assez fort pour amener les gens comme ça au niveau de la police, tout Rufisque était ameuté. Parce que les gens avaient clairement conscience que c'était un règlement de compte. Les deux jeunes qui sont concernés, celui qui a porté plainte et mon responsable, ils habitent non seulement Rufisque, ils habitent dans le même quartier, ils sont dans la même ASC. Et ils vont régler le problème au tribunal parce que l'un se dit chef de cabinet de l'ancien ministre de la Justice. C'est pour ça que je l'ai interpellé directement, le frère Ismaïla Madior Fall, pour leur rappeler que ce qu'ils font, c'est du dénigrement, ce qu'ils font, c'est de l'abus de pouvoir, et de leur rappeler que le pouvoir est très éphémère. Moi, Abdourahmane Diouf, je ne veux pas et je ne serai pas à la tête d'un Sénégal
où il y aura toujours des représailles, où il y aura de la chasse aux sorcières, mais que ceux qui ont le pouvoir aient un peu plus d'humilité. Et j'appelle les Rufisquois et les Sénégalais à l'union, parce que ça aussi c'est un élément extrêmement important de mon programme. Je veux être un candidat du consensus, un candidat du rassemblement, un candidat qui remet les valeurs fraternelles sénégalaises au niveau de la République. Parce que quels que soient les programmes économiques, politiques, sociaux, institutionnels proposés, si nous n'avons pas un Sénégal apaisé, sans haine, sans rancœur, qui accepte d'interagir avec ses semblables pour le développement du Sénégal, tout ce qu'on aura construit va tomber à l'eau. Merci Abdourahmane Diouf d'être à nouveau passé devant le grand jury de RFM, leader du parti politique Awalé, candidat déclaré à la présidentielle. Merci à Abdou, à la régie, à tous ceux qui nous ont suivis. Et restez avec nous, les programmes continuent sur RFM et bonne fin de week-end à tous. Merci et à très bientôt. RFM midi. RFM midi.